Laurine, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une deuxième partie de vlog lecture pour ce mois de novembre. Je voulais donc vous parler un petit peu de mes lectures en cours et d'une que je viens de terminer. C'est une lecture assez professionnelle, c'est un livre que j'ai emprunté au travail et je l'ai lu vraiment d'un point de vue professionnel de bibliothécaire. Parce que c'est une thématique qui m'intéresse et qui a un rapport avec ma fiche de poste. Il s'agit donc de la littérature young adulte. C'est écrit par Laurent Bazin, c'est publié aux éditions Presse Universitaire Blaise Pascal, je crois, puisque ça a été écrit et publié à Clermont-Ferrand, à l'université Blaise Pascal. Et c'est dans la collection L'Opportune. Voilà, c'est une petite collection qui revient sur l'essentiel d'un sujet en 64 pages. C'est un très court essai qui revient un petit peu sur cette littérature, déjà qui essaye de la définir, ce qui est très compliqué. Finalement, la littérature young adulte, c'est quoi? Et surtout, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est les adolescents, donc à partir de 12-13 ans? Est-ce que c'est les jeunes adultes, donc plutôt des jeunes adultes après 18 ans? Voilà, c'est assez flou et c'est un petit essai qui essaye de définir un petit peu ça, donc c'est intéressant, et qui revient un petit peu aussi sur les grandes thématiques de la littérature young adulte et pourquoi ce sont des thématiques qui fonctionnent auprès d'un public adolescents, jeunes adultes, puisque forcément ça a un lien avec ce que vivent les adolescents et les jeunes adultes dans leur vie quotidienne. Voilà, donc une littérature qui fonctionne, pourquoi, d'où ça vient, quelles sont les origines de la littérature adolescente. Ça aborde effectivement l'aspect très éditorial, un petit peu commercial de cette littérature, mais également un aspect un petit peu plus sociologique, un petit peu plus anthropologique, j'ai envie de dire. Voilà, donc assez intéressant, 64 pages qui se lisent assez vite, et puis si vous êtes intéressé, ça coûte 4,50 €, voilà, donc faut pas se priver. Je veux pas vous parler, enfin c'est pas que je veux pas, mais c'est que je préfère garder un petit peu mon avis final de Gagner la guerre quand j'aurai terminé le livre. J'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois puisque j'en suis à la page 200. Voilà, donc j'avance petit à petit. J'aime toujours autant. Je trouve que Benvenuto est un personnage assez agréable à suivre, un narrateur assez agréable. Alors agréable, c'est assez bizarre de dire ça puisque c'est quand même un sale type, c'est vraiment un assassin, un voleur, un truand, tout ce que vous voulez. Donc bon, c'est un peu étrange de dire que c'est agréable de suivre ses méfaits, mais il a une verve, une façon de parler, une narration qui fonctionne très bien, et même si Jean-Philippe Jaworski a un style assez dense, ça reste quand même très fluide et très... Alors réaliste, c'est toujours bizarre de dire réaliste pour un titre imaginaire, mais on s'y croit. Voilà, c'est très bien écrit et vraiment très agréable à lire, très fluide. De la même façon, je voudrais pas trop vous parler encore de mon autre lecture en cours qui est Vaisseau d'Arcane, le tome 1 de Adrian Thomas aux éditions Nemos. Je vous en parlais très rapidement dans la fin de mon vlog lecture précédent puisque je l'ai commencé lors du week-end d'Amil, j'avais lu 85 pages et là j'en suis à la page 218. Je le lis assez vite, ça se dévore, franchement c'est une très agréable surprise. De Adrian Thomas, j'ai lu il y a quelques mois, pendant le confinement je pense d'ailleurs, Zoomancie, qui était plutôt un titre assez young adulte pour le coup. Là je trouve que même si les héros sont assez jeunes, enfin en tout cas le frère et la sœur qu'on nous présente dès le départ et également Nîmes, un des autres personnages principaux, je pense qu'ils sont quand même assez jeunes, mais ça reste quand même plus adulte que Zoomancie que j'ai pu lire donc il y a quelques mois. Zoomancie, j'avais aimé le message, j'avais aimé le rythme, mais j'avais trouvé les personnages un petit peu caricaturaux et puis finalement le rythme si enlevé, si dynamique, vraiment très young adulte, ça permet pas forcément de beaucoup s'attacher je trouve aux personnages et à ce qu'ils peuvent vivre. Là ici on prend un peu plus son temps, les personnages sont un petit peu plus complexes, ont un peu plus de relief, ont des objectifs très différents les uns des autres, ils sont très intéressants à suivre, chaque chapitre est dédié à un personnage différent et évidemment les personnages reviennent régulièrement, il n'y en a pas non plus, il y a 40 chapitres, il n'y a pas 40 personnages différents qu'on suit. On va suivre principalement Soph, donc la jeune fille qu'on voit là, son frère Solal, également Nîmes comme je vous le disais, qui est un peu un espion, un assassin à la solde de puissants de ce monde là. Également
un personnage vraiment très particulier qui appartient à une race différente, qui appartient pas à la race humaine, mais à un peuple qui vient des abysses, donc vraiment des profondeurs, des eaux profondes. C'est très surprenant, mais je trouve que c'est hyper bien fichu. Et en fait, chaque personnage va arriver avec des objectifs différents, va nous conduire sur des chemins un petit peu différents, et donc grâce à ça on va découvrir le monde construit par Adrian Thomas, qui est un monde assez riche, assez dense et assez passionnant. J'avoue franchement, je suis vraiment dans l'histoire. Je vis les actions avec les personnages, je les trouve hyper intéressants, hyper attachants, et j'ai envie de continuer, j'ai envie d'en savoir plus. Et franchement, avec Gagner la guerre, ça faisait longtemps que j'avais pas lu des romans qui m'accrochaient autant, dans lesquels j'avais envie de revenir, dans lesquels j'avais les scènes qui apparaissaient sous mes yeux. Vraiment ça fait plaisir, parce que ces derniers temps, comme vous avez pu le voir peut-être dans les vlogs notamment du mois d'octobre, côté roman, j'ai pas eu des lectures très heureuses. Je reviendrai je pense dans quelques jours pour vous parler un peu plus en détail de Vaisseau d'Arcane. Je pense que voilà, je le terminerai d'ici la fin de la semaine, c'est sûr, je l'aurai terminé et j'ai hâte de le continuer. Coucou tout le monde, nous sommes le mardi 1er décembre, il est 15h15 je crois. Oui, un mardi à 15h, je suis chez moi. J'avais quelques jours de congé encore à poser avant la fin de mon contrat le 31 décembre, donc voilà, j'en ai profité pour poser quelques jours et ça fait du bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler de mes lectures, tout simplement parce que ces 10 derniers jours j'ai pas eu énormément le temps et que j'ai pas non plus énormément lu. En fait j'ai lu en termes de pages pas mal, mais j'étais sur le même livre, ce qui fait que j'avais pas grand chose à vous raconter d'autre. Mais voilà, là je viens quand même avec quelques petits titres à vous présenter. Le premier dont je voudrais vous parler, il s'agit de La dystopie de Laurent Bazin, je crois. Dans la même collection que la littérature young adulte que je vous ai présentée il y a quelques jours. Donc également un petit titre de 64 pages et cette fois entièrement dédié à la dystopie. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que ça revenait d'un point de vue historique sur la dystopie. Déjà ça essayait de donner une définition, qu'est-ce que c'est, et quand ça a été créé, entre guillemets. On pourrait croire que c'est quelque chose de très adolescent et qui a été créé au début du 21e siècle avec Hunger Games, Divergente, etc. Ou alors au milieu du 20e siècle avec 1984, etc. Et en fait on se rend compte que non, c'est beaucoup plus vieux que ça, puisque l'auteur revient sur les utopies, les contre-utopies, donc Voltaire qui écrivait Candide, le siècle des Lumières, 18e siècle. Donc c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on pourrait imaginer et surtout c'est beaucoup moins manichéen et simpliste qu'on pourrait le croire, puisque généralement on peut opposer utopie et dystopie, alors que finalement c'est peut-être pas si simple que ça, et c'est ce que ce petit livre de 64 pages essaye de nous expliquer, tout en donnant énormément de références à des livres que je ne connaissais pas, notamment des livres français. Donc ça m'a donné assez envie de noter des titres et de les découvrir, pourquoi pas. Petit bémol en revanche, c'est que contrairement à la littérature young adulte, je trouve que cet ouvrage est un peu plus complexe à appréhender et à digérer. Il y a quand même des phrases et des termes assez compliqués. On sent vraiment que c'est de la littérature universitaire, créée par un universitaire, possiblement pour des universitaires ou au moins pour des professionnels du livre. Et donc ouais, il y a certaines phrases, je me suis dit oula, j'ai l'impression de lire une dissertation, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Donc j'y suis allée quand même si c'était une lecture un petit peu professionnelle, hein, j'y suis quand même allée avec un œil d'amatrice et j'avais pas envie de me prendre trop la tête, donc au final les phrases que je comprenais pas trop, j'ai pas cherché plus que ça à les comprendre. Voilà, c'est quand même intéressant, mais un petit peu moins abordable que la littérature young adulte dans la même collection. Ensuite j'ai lu une BD, j'ai lu le premier tome d'Ultra Laser, qui a pas de sous-titres je crois, et c'est de Henri Duc et Giraud, je ne sais pas qui est le scénariste, qui est l'illustrateur, et c'est aux éditions Delcourt. Là je regarde, en fait j'ai le tome 2 avec moi mais j'ai pas le tome 1,
que j'ai dû rendre assez rapidement à la médiathèque. De prime abord, j'avais l'impression que ça me faisait penser un petit peu à Bergère Guerrière, qui est une série de BD que j'aime énormément, donc j'étais quand même assez intriguée par ce titre-là. C'est de la fantaisie, c'est clair. Ça se passe dans un monde très coloré. Je vais vous montrer, parce que dans le tome 1 c'était un petit peu la même chose. On a une carte au départ, je me mets un coup de livre sur le nez. On a une carte et j'ai vraiment bien aimé cette approche, cette entrée en matière, parce que cette carte nous présente un petit peu le biome. Donc là on nous dit que c'est un désert aride, alors que dans le premier tome on est plus du côté de la forêt. Ça nous donne les espèces, la faune et la flore les plus représentées, la qualité de l'air, l'état de la planète, et je trouvais que c'était une entrée en matière assez sympa. Donc dans le premier tome, sur cette planète, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a une différence entre les pierres, les cristaux. Donc vous avez les roches qui ont absolument aucune valeur, hein, c'est les petits cailloux, les petits rochers qu'on trouve à peu près partout. Ensuite vous avez les minéraux qui servent surtout à nourrir la plupart des espèces de ce monde-là. Et vous avez les pierres de pouvoir qui sont beaucoup plus rares et qui, comme leur nom l'indique, ont un pouvoir. Donc notre héros est le gardien, enfin un de nos héros est le gardien de cette planète, le gardien du roi des bêtes. On va découvrir qu'il est surtout là pour nourrir ce roi des bêtes, puisque ce roi des bêtes participe à l'équilibre de ce monde, et que en prenant soin de cette créature, c'est du monde entier, de la planète entière, dont le gardien prend soin. Malheureusement, une espèce invasive va arriver, espèce de busards, donc des oiseaux, qui vont attaquer la planète et qui vont essayer de kidnapper, d'enlever le roi des bêtes. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est leur objectif. Donc le gardien, accompagné d'autres personnages, vont s'enfuir et vont essayer de protéger le roi des bêtes. Moi j'ai bien aimé l'univers et le contexte, ce monde rempli de forêts, avec ces roches, ces minéraux, ces pierres de pouvoir qui ont voilà, un statut un petit peu différent. J'ai aimé le dessin, mais quand il était au service du décor justement, de ce monde très verdoyant, ça j'ai trouvé que c'était joli. Globalement j'ai trouvé le dessin des personnages assez grossier, contrairement aux détails qu'il pouvait y avoir dans l'univers. Et le traitement des personnages, eh ben, j'ai pas aimé non plus. J'ai pas apprécié le caractère des personnages, leurs réactions. Et j'ai trouvé l'intrigue assez basique, classique, et parfois l'enchaînement des scènes assez bizarre. On passe du coq à l'âne. Donc je suis assez mitigée sur ce premier tome de BD, mais j'arrive pas trop à mettre le doigt sur vraiment ce qui m'a gênée. Donc j'ai le tome 2 avec moi, et j'espère qu'avec ce tome 2, je me remets un coup de bouquin, je vais réussir à me faire une véritable idée sur cette intrigue, sur cette histoire. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. L'autre chose que j'ai pas trop aimé et que je ne vous ai pas encore dit, c'est que on a quand même un aspect presque manga dans le dessin, notamment dans l'utilisation des pouvoirs. J'ai presque eu l'impression de voir du Dragon Ball Z et de voir le Kamehameha. Le héros quand il utilise les pierres de pouvoir, et en fait là j'y pense parce que je suis en train de feuilleter le tome 2 et on a une scène, voilà, et moi je trouve pas ça très joli et très soigné, voilà. Alors j'ai rien contre Dragon Ball Z, hein, je regardais quand j'étais gamine, je regardais le dessin animé au Club Dorothée sur TF1. Bon par contre j'ai jamais lu les mangas, hein, et je pense que le dessin manga c'est quand même pas ce qu'il y a de plus beau en termes de manga. Bref, voilà, je suis mitigée sur cette BD et j'arrive pas à me faire un avis définitif. Ensuite, et c'est un très gros morceau que je vais vous présenter, c'est celui qui m'a occupée depuis 3 semaines maintenant. Je l'ai lu en lecture commune avec l'ivresse et avec Baboot in the Wood. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai les comptes Instagram en description de la vidéo. Et nous l'avons lu toutes les 3 à l'occasion du Fantasy Cards Challenge. C'est un titre énorme, c'est un monument à la fois en termes d'ampleur, nombre de pages, mais également en termes d'ampleur, puisqu'il est rentré dans les classiques de la fantasy française. Je vous l'ai déjà montré,
Il s'agit donc de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski et moi je possède l'édition des Moutons électriques qui fait quasiment 700 pages et en poche c'est quasiment 1000 pages. D'où le fait qu'il nous a quand même occupé un assez long moment et donc je suis restée en compagnie du héros Benvenuto pendant 3 semaines. Alors c'est super bizarre, j'ai toujours une appréhension à commencer les gros pavés parce que je me dis que je vais rester vraiment trop de temps avec le livre, que je vais peut-être trop diminuer mon rythme de lecture et finalement à chaque fois que je me plonge dans un pavé, je me rends compte que c'est vraiment avec ce genre de livres dans lesquels je passe beaucoup de temps et bah que je suis la plus happée parce que justement le fait de passer du temps avec les personnages, et ben on a vraiment le temps de créer un lien avec les héros, on a vraiment le temps d'entrer dans un univers et au final ces lectures qui vont peut-être m'occuper très longtemps, et ben ce sont celles qui vont me marquer le plus longtemps. Voilà, donc il faut que j'arrête de me dire de ne pas lire entre guillemets de pavés et que j'en lise plus parce que ce sont vraiment les lectures qui me touchent le plus, qui me marquent le plus. Bon après j'ai aussi lu des nouvelles, donc des formats très courts qui étaient aussi assez percutantes, mais quand même le rapport, le lien avec le texte n'est pas le même entre une nouvelle qu'on va lire en 1 heure et un livre de 1000 pages qu'on va mettre 2 ou 3 semaines à lire. Bref, Gagner la guerre, c'est l'histoire de Benvenuto. Benvenuto qui est donc notre narrateur. Benvenuto qui est présenté dès la première ligne comme un héros détestable, un sale type. C'est vraiment, et là il faut être prévenu, un voleur, un brigand, un tueur, un assassin, un violeur, bref, un type, un anti-héros détestable. C'est clair, c'est assumé par l'auteur. L'auteur a voulu écrire, parler d'un type détestable, d'un salopard. Donc, sur 700 pages, on va suivre ce salopard qui, lui, ne cherche qu'à survivre, qu'à tirer profit de toutes les situations, et donc tous les coups sont permis. Et il ne se refuse aucun coup bas, aucune horreur. Ça commence dès les premiers chapitres par quelques meurtres, je ne vous en dis pas plus. Ça continue ensuite par des complots qui peuvent être plus ou moins complexes. Ça continue par l'utilisation de personnages. Benvenuto place ses pions. Voilà, lui, le type, il veut juste survivre. Il est à la solde d'un puissant, il a des contrats à mener à bien. Donc s'il doit tuer des gens, il tue des gens. C'est le mec qui n'hésite pas à frapper hommes, femmes, enfants, à violer. On a une scène qui est assez dure. Je comprends que ça puisse être une scène choquante. C'est une scène choquante. C'est une scène qui est écrite pour choquer. C'est une scène très dure et en tant que femme, je pense que c'est encore plus dur à lire. Mais voilà, c'est totalement cohérent, crédible avec le personnage. Moi j'aurais été super déçue si Jaworski nous avait vendu un personnage de salopard au début et qu'il l'avait fait se repentir au fil des pages, un petit peu à la Christian Grey. On nous dit ouais c'est un sale type, c'est un méchant, c'est un pervers, mais il a une excuse parce qu'il a eu une enfance difficile et puis finalement il va se repentir grâce à l'amour. Non c'est pas crédible, c'est pas cohérent avec le personnage de base et donc je remercie Jaworski qui est allé au bout de son idée. Benvenuto est un salopard de A à Z et c'est comme ça. Il a même pas l'excuse de l'enfance difficile, au contraire, il a eu une enfance avec une mère aimante, il a eu des chances dans sa vie, on lui a tendu la main à plusieurs reprises. Et pourtant non, il a mal tourné. C'est devenu un brigand, un voleur, un sale type, un assassin. Et voilà, il a même pas cette excuse-là. Et jusqu'au bout, il remplit les contrats qu'on lui donne. Il tue des gens. Il pille, il vole, il viole. C'est comme ça. Donc, si vous vous plongez dans cette histoire, il vaut mieux être prévenu. On peut pas reprocher à un personnage de salopard d'avoir des actes et des pensées de salopard. C'est pas possible. Et non, on pouvait pas avoir un personnage qui se repent et qui devient gentil à la fin.
c'était pas possible, ça aurait été hyper décevant. Et c'était pas l'envie de Jaworski, et pour ça je le remercie parce qu'il est allé au bout de son truc et il le fait très très bien. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que Benvenuto est un narrateur exceptionnel. C'est pas un type qui devient un ami, c'est tellement un salopard que voilà, on peut pas avoir de l'amitié pour lui, on peut pas avoir de l'empathie pour lui, mais en même temps il raconte tellement bien son histoire qu'on s'accroche à ses paroles. C'est un conteur ce personnage, et qu'on suit ses aventures avec beaucoup d'intérêt, avec une certaine intensité. Enfin, on a envie de savoir ce qui arrive à ce personnage, s'il va s'en sortir et comment son histoire va se terminer. Benvenuto, il est embauché par Leonide Ducator, qui est un des podestats de la République. On est dans un univers fantasy qui fait penser un petit peu à notre Renaissance italienne, non seulement par les noms des personnages, hein, Benvenuto, Ducatore, enfin moi je n'ai pas fait d'italien, hein, donc je parle très très mal italien, mais en tout cas ça fait penser un petit peu à ça. On a l'aspect peinture presque Renaissance italienne, ces palais vénitiens italiens, cette ville qui est presque décrite et qui est un personnage à part entière, hein, qui est très très bien décrite, comme une ville italienne de la Renaissance. Donc voilà, on a cet aspect là qui est très fort, même si ça reste de la fantaisie. Donc là tout est inventé, c'est un univers inventé mais qui se base beaucoup sur une réalité historique, et notamment dans le traitement de ces personnages et de cette république. L'aspect politique est au cœur de ce titre, Gagner la guerre, et la guerre est au cœur de cette histoire, et Benvenuto n'est qu'un pion dans cette guerre qui oppose des dirigeants qui veulent régner de façon assez différente, et Benvenuto est donc loyal à son patron Leonide Ducatore, qui l'envoie en mission pour tuer des gens, etc. Sauf que ce pauvre Benvenuto, on s'en rend compte au fil des pages, il n'est vraiment qu'un pion et il se fait beaucoup avoir. Il y a beaucoup de retournements de situation dans cette histoire, beaucoup de manipulations politiques. On ne sait jamais vraiment de quel côté sont les personnages, à part Benvenuto en fait, on le sait dès le départ, il est très loyal à son patron, mais tous ceux qui l'entourent, on pourrait croire que ce sont des alliés à la base, et finalement, peut-être pas tant que ça. C'est un titre qui peut faire peur, parce que c'est un livre qui est gros. Jean-Philippe Jaworski est quand même connu pour avoir un style qui est assez littéraire, mais la grande force de cet auteur, je trouve, c'est d'avoir un style littéraire, de nous offrir une très belle plume, une très belle patte avec beaucoup de vocabulaire, mais en même temps de rendre ça très accessible et très très fluide. Alors effectivement il y a peut-être des mots de vocabulaire, notamment des choses très historiques dans l'architecture, la tenue des combattants, des soldats. Il nous parle un petit peu des armures et des pièces d'armure. Oui, c'est peut-être des mots qu'on a entendus rapidement, surtout si on lit un petit peu de fantaisie ou si on a fait un petit peu d'histoire, etc. Mais c'est pas des termes qu'on sait vraiment définir et pour lesquels on a une image très précise, mais en même temps c'est pas grave, on comprend l'idée globale. Et effectivement si vous avez envie d'aller voir exactement de quoi parle l'auteur, rien ne vous empêche d'ouvrir un petit peu le dictionnaire. Et moi j'ai jamais ouvert le dictionnaire sur 700 pages et j'en ai pas ressenti le besoin. J'avais au contraire parfaitement les scènes qui défilaient sous mes yeux, et ces descriptions de la ville de Ciudalia, mais également dans la deuxième partie du roman, on quitte Ciudalia, je veux pas vous spoiler, mais on part vraiment dans une aventure qui est un petit peu plus classique en termes de fantasy, plus au cœur de la forêt avec les feux de camp, les attaques surprises, etc. Et j'avais les scènes devant les yeux. C'est vraiment une force de Jaworski, je trouve. Il écrit vraiment extrêmement bien, c'est très soigné et en même temps, comme je vous le disais, très 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 abordable. Donc surtout, n'ayez pas peur de vous plonger dans ce roman. Et puis même si parfois il y a des passages un petit peu plus, pas mous, mais un petit peu plus calmes on va dire, il y a quand même énormément de chapitres qui sont hauts en couleur et qui sont hyper rythmés. Il se passe énormément de choses pour Benvenuto, on s'ennuie pas du tout, hein. Voilà, même s'il y a des temps morts un petit peu, en même temps il se passe, c'est une aventure qui se déroule sur plusieurs mois. Pendant plusieurs mois Benvenuto il peut pas
tout le temps, 24 heures sur 24, être en train de se battre, de déjouer des complots. Il y a des moments un peu plus de temps mort. Il y en a quelques-uns dans l'histoire, mais ça fait souffler, ça fait du bien. Ça donne un peu l'impression que le héros pourrait un petit peu se reposer sur ses lauriers, qu'il pourrait être un petit peu en sécurité, et en fait, pas du tout. Il ferait mieux de regarder un petit peu, de surveiller ses arrières. Et il y a certaines scènes, mais cette course-poursuite sur les toits, cette fuite, voilà. Ça c'est digne d'un film de KPDP, c'est presque des cascades à la Mission Impossible en fantasy renaissance, mais ouais, c'est hyper bien écrit, hyper imagé, on ne s'ennuie pas une seconde, et encore une fois, Benvenuto, même si c'est un type détestable, pour lequel on peut pas avoir de sympathie, et ben on adore suivre son aventure parce que c'est un narrateur génial, on a envie de savoir ce qui lui arrive et on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire, et la dernière page est absolument délectable. Et je terminerai en vous disant qu'il y a certains passages que j'ai trouvé excellents parce que Benvenuto s'adresse directement à ses lecteurs. Ça implique vachement le lecteur déjà hein, dans cette lecture, dans cette histoire, et ça marque encore plus l'ironie et la répartie du narrateur. Ce sont des passages absolument délectables et j'ai presque envie de vous en lire un ou deux, alors peut-être qu'un seul parce que sinon ça va être un petit peu long. Et ce que je trouve aussi assez excellent dans ces passages, c'est qu'à chaque fois, ils permettent de relancer justement l'intérêt et de remettre un coup de pied un petit peu à notre lecture. Parce qu'ils arrivent presque au moment où il y a des temps morts, et en fait Benvenuto va nous apprendre un petit truc qui sera raconté plus tard, et donc on se dit ah ouais, j'ai trop envie de savoir comment le héros en est arrivé là, et donc il faut que je continue la lecture. Donc c'est très très fort de la part de Jaworski, je trouve. Si vous avez lu ce récit jusqu'à cette page, c'est que vous êtes d'une notable inconscience. Vous devez appartenir aux fretins des fouineurs et des indiscrets, à ces étourneaux qui ne résistent pas à un fumet de ragots et de linge sale. Tant pis pour vous. Avec ce que vous avez appris, vous y êtes déjà dans les draps où je me suis roulée, tout poissé de sang, de mensonges et de trahisons. Et votre cas ne s'arrange pas. Non seulement vous avez pris connaissance des intrigues criminelles de la maison Ducatore, mais voilà que vous venez d'en apprendre un peu trop sur les manœuvres de la maison Sanguinella. Car, si stupéfiant que cela puisse paraître, il y eut jusqu'à un certain point une collusion entre les deux ennemis politiques. J'en fus à la fois la victime et le miraculé. Et croyez-moi, j'en fus aussi le plus étonné. Ça donne pas envie de lire la suite là, de savoir ce qui s'est passé? C'est exactement ça à chaque fois. Et il y a un autre passage, un autre chapitre que je vais pas vous lire en entier parce que bon, il fait quand même 3 pages chez aux moutons électriques, donc ça sera un peu long. C'est le chapitre 11 si vous avez l'occasion de lire ça. 3 pages pendant lesquelles Benvenuto ne s'adresse qu'à son public, qu'à son lecteur. Ouais, je vais essayer de vous lire ça parce que vraiment ça vaut son pesant d'or. Idéalement, il faudrait que je vous rapporte les deux récits en parallèle, en essayant de vous tenir en haleine avec un entrelacement narratif à la mode des romans de chevalerie. Il serait même de bon ton que je joue les modestes, que je rapporte brièvement mes grenouillages de seconde zone pour m'effacer derrière les prouesses d'un sorcier basané et de 2 pillards d'Ouromagne. Ensuite, je renouerai les fils des 2 branches et vous vous diriez que Palsambleu, ouais c'est ça, Don Benvenuto, c'est pas seulement une sale ordure, c'est aussi un sapré raconteur d'histoire, vous lui pardonneriez presque au bagouleur. Mais à vrai dire, j'en ai pas grand chose à battre de me faire pardonner. Je sais qui je suis, c'est pas joli, mais c'est comme ça. Et puis j'ai pas envie de me casser le trognon à vous lécher le compte du Morico. À vrai dire, j'en ai plein les poulaines de cette confession. J'avais commencé plein d'entrain en ricanant tout seul du bon tour que j'allais jouer à la moitié de l'aristocratie sudalienne, mais j'avais pas du tout mesuré la galère où je m'embarquais. J'en ai des pages et des pages de cette histoire, je ne sais plus où les planquer, je croule littéralement sous le vélin. À force de gratter, j'ai les doigts qui tirent, de la corne sur le pouce, le poignet qui crie grâce et même une crampe qui me remonte dans le coude. Je suis devenue un spécialiste de la fabrication des encres, du polissage à la pierre ponce et de la taille des plumes d'oie. Afin de ne pas éveiller les soupçons, je suis forcée de courir tous les parcheminiers de la ville, c'est qu'il faut pas piquer les curiosités par une trop grosse commande papeulardière. Je n'endors plus la nuit. Il me ronge ce récit, et pas seulement à cause du travail. Il suffirait que quelqu'un se doute de l'existence de ce manuscrit, et je serais raide, plus que raide, tout ce qu'il y a de plus calanché. Ce que je couche par écrit, ça me vaudrait une avalanche de contrats payés rubis sur l'ongle par la moitié des familles nobles de Ciudalia, par le sublime souverain de Racine, par la duchesse de Bromael, par le plus influent des échevins de la Marche Franche, par quelques lettrés venimeux de la grande bibliothèque d'Elissa, sans oublier mes très attentionnés collègues de la Guilde. Et vous, oui vous,
Mon très cher lecteur, vous vous prélassez bien au chaud sur votre cou-siège favori ou dans la cathèdre de votre cabinet de lecture, en tournant d'une main indolente les pages de ce volume où je risque bien de perdre ma santé, ma vie, sans compter ma réputation. Est-ce que vous mesurez seulement ce que j'ai sué d'angoisse et de labeur sur l'ouvrage que vous avez le culot de parcourir comme un conte divertissant? Vous vous rendez compte de ce que je risque à vous dévoiler ainsi les dessous de la politique sudalienne? Vous croyez peut-être que je fais ça uniquement par plaisir ou par malveillance? Vous croyez qu'on accouche d'un pavé pareil seulement pour l'agrément de cafarder? Ah, tant de légèreté, tiens, ça me dégoûte. Alors pour l'épopée du sorcier et de ce deux primates, vous repasserez. Moi j'en ai ma claque de l'historiographie. Estimez-vous heureux que je vous raconte la fin de mon histoire, à moi. Face à tant d'ingratitude, je pourrais bien tout laisser en plan. Ça aurait été dommage qu'il laisse tout en plan, hein, parce que la suite et fin de l'histoire, c'est à ce moment-là qu'il nous dit tout ça. Et ben c'est encore plus passionnant. Voilà, je vous ai très longuement parlé de Gagner la guerre, mais ça valait le coup. Et franchement, bah n'ayez pas peur. C'est un titre qui vaut le coup. Mais vous soyez prévenus, Benvenuto c'est un sale type, mais c'est un sacré narrateur, comme je pense vous avez pu le constater. Je continue beaucoup plus légèrement avec le tome 6 de l'Atelier des sorciers de Kamom Shirahama aux éditions Pika Éditions que j'ai lu hier et qui était donc le dernier livre que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai complètement merdé cette année. De ma pile à lire initiale du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai quand même lu 7 livres, mais sur les 7 livres, il y a 5 graphiques. Donc autant vous dire que c'est pas un super chiffre. Bon, après, j'ai lu d'autres livres que je pense j'aurais pu faire entrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'aime bien, moi, essayer de m'en tenir à ma pile à lire initiale. Et ben, ça n'a pas été une franche réussite cette année. Dommage. Mais bon, hier j'avais quand même envie d'ajouter un petit titre, même si c'est un graphique, à mon bilan. Et donc j'ai choisi le tome 6 de l'Atelier des sorciers qui entre également dans mon Fantasy Cards Challenge, donc d'une pierre deux coups. Et ce tome 6 m'a ravie. Moi j'ai commencé l'Atelier des sorciers en ayant entendu un petit peu toutes les louanges qu'il pouvait y avoir sur cette série. Tout le monde disait que c'était génialissime, que c'était des gros coups de cœur, etc. Et ben moi j'ai lu le premier tome, je me suis dit ouais c'est mignon, c'est joli, mais bon, rien de waouh quoi. Et puis au fil des tomes, je trouve que ça se complexifie et que ça devient de plus en plus intéressant. Et pour le coup, ce tome 6 ne fait pas exception à la règle. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Puisque dans ce 6e tome, qui fait directement suite au 5, moi j'étais un petit peu paumée, j'avais oublié la fin du tome 5, donc la reprise a été un petit peu... je savais plus trop ce qui se passait. Mais bon, on est vite remis les pieds dans l'histoire quand même, les pieds à l'étrier. Dans ce tome 6, l'atelier de Kieffray, donc Kieffray, son ami, je ne sais plus comment il s'appelle, et les 4 petites apprenties se rendent en ville à l'Académie de magie. Et donc on va découvrir la ville qui est en fait sous la mer. C'est magique, c'est magnifique. Les jeunes filles voilà, vont découvrir un petit peu l'académie, notamment Coco, parce que les 3 autres apprentis sont déjà venues plusieurs fois, donc elles connaissent les lieux, mais pour Coco, elle, c'est sa première fois dans la ville et à l'académie de magie, donc on découvre un petit peu tout ça à travers ses yeux émerveillés, et comme elle, on a des étoiles dans les yeux. Il y a quand même pas mal de passages qui me font penser un petit peu à Harry Potter quand il découvre le chemin de traverse, ou même Poudlard. Il y a des choses, ça m'a fait penser à ça, donc c'est une jolie émotion je trouve de retrouver cet émerveillement. Les dessins sont très jolis, de plus en plus je trouve. On découvre un enrichissement de l'univers, on découvre que dans cet univers-là, il y a des médecins guérisseurs qui eux ne sont pas sorciers, ne font pas de magie, puisque justement dans ce monde-là, on sépare bien la magie et la médecine. Les médecins n'ont pas le droit de pratiquer la magie et les magiciens ne pratiquent pas la médecine. Voilà, c'est complètement séparé. Il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très beau. J'aime beaucoup la tenue des médecins. Qui est cette jeune femme là, surtout devant, je sais plus comment elle s'appelle. En gros c'est elle qui va soigner un des personnages qui est blessé dans ce 6e tome. On découvre aussi les termes et on découvre, j'ai oublié de vous le dire, un personnage très important qui est un des sages magiciens, un des magiciens les plus puissants, qui est assez énigmatique et qui pour le coup m'a beaucoup fait penser un petit peu à un roi des fées presque, très nonchalant sur son trône, mais avec un côté un petit peu espiègle qui pourrait bien jouer un tour s'il avait bien envie. Donc il y a un côté assez
sympathique, gentil, et en même temps on sent qu'il est tellement puissant que s'il pouvait vous exterminer, voilà, il pourrait le faire d'un claquement de doigts. Donc on découvre un peu plus de choses sur l'univers. En revanche, dans ce tome-là, on en apprend un peu moins. Je dirais même qu'on apprend quasiment rien sur la confrérie du Capuchon, donc en gros les gros méchants de ce monde-là. Qui sont intervenus dans le tome 5, donc ils avaient une place assez importante dans le tome précédent. Là, voilà, si vous espérez en apprendre plus sur eux dans ce tome-là, c'est non. Mais bon, moi j'ai adoré ce 6e tome et j'ai hâte de lire le tome 7 qui vient juste de sortir.